Nous passons à notre deuxième thème ce soir, en l'occurrence les services publics, l'état de nos services publics. On va parler plus particulièrement dans un premier temps d'un sujet qui a cristallisé l'attention ces derniers mois, l'école et la sécurité dans nos établissements scolaires, avec une affaire qui a marqué les esprits ces dernières semaines. Cette affaire, Hassiba, bonsoir. Je vous donne le micro, c'est pas moi qui vais le garder, c'est pour vous. Cette affaire, c'est ce qui est arrivé à votre fille Samara. Oui. C'était en avril dernier. Oui. Votre fille a été lynchée par une bande de jeunes juste devant son établissement scolaire à côté de Montpellier. Oui, c'est ça exactement. Donc, elle s'est fait sauvagement agresser le mardi 2 avril. Et ben, voilà, depuis ce jour, notre vie elle a été bouleversée. Et maintenant, voilà, je suis venue ce soir pour vraiment me poser des questions, pour savoir que comptez-vous faire pour garantir la sécurité de nos enfants à l'école. Parce que là, moi, depuis ce jour, j'ai plus confiance, j'ai peur, voilà, mes enfants, j'ai l'impression que je peux plus les envoyer à l'école. J'ai trop peur, en fait. Et j'ai entendu, voilà, j'ai entendu Monsieur Attal qui avait parlé lors de l'agression de ma fille, que dans les semaines à venir, il y allait avoir des choses concrètes qui allaient être faites, mais du coup, je les attends toujours. Et j'ai vu dire aussi le 15 juin qu'il a parlé encore de mesures qui seraient prises, mais on est toujours... on est quelques mois après l'agression de ma fille, en fait, il n'y a toujours rien qui bouge, quoi. Et c'est inquiétant parce que pour moi, comme je le répète encore, l'avenir de la France, c'est les enfants. Donc, si j'ai l'impression, peut-être que c'est l'histoire de ma fille, ça me touche plus particulièrement, mais c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'il faut vraiment se préoccuper. Et, il y a peut-être d'autres choses importantes pour vous, mais moi, c'est primordial. Je précise quand même qu'elle va mieux. Oui, elle va mieux, oui. Elle va mieux, dans un autre établissement. Oui, exactement. Elle a été scolarisée dans un autre établissement, mais voilà, vous vous sentez abandonnée. Voilà, c'est ça, je me sens abandonnée, je me sens, suite au rapport de Madame la Ministre, j'ai été outrée parce que je me suis sentie, ça a été double peine pour ma fille. Elle s'est retrouvée passer d'un statut de victime à limite, son histoire n'a jamais existé. Et là, pour moi, c'est pas possible. Alors, on peut pas balayer d'un coup de main tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, parce que si le problème il n'est pas pris au bras le corps, en fait, ça va être vraiment la jungle en France. Hein. Les enfants, il faut vraiment s'en occuper. L'éducation, pour moi, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Peut-être qu'il y a les JO, les choses comme ça, mais l'éducation, c'est le chose le plus important pour moi. Voilà, après, parce que je suis une maman, et là, vraiment, moi, ça m'inquiète pour l'avenir, parce que, c'est ma question que j'avais, j'ai d'autres questions. Mais j'attends votre réponse. Aurore Berger. Nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux au monde, donc c'est normal que ça vous prenne aux tripes. Enfin, moi, je pense que c'est le cas de tous les parents ici, et je pense que malheureusement, on se souvient tous de ce que votre fille a subi, et puis du témoignage aussi que vous avez eu, un peu de cris, en fait, que vous avez poussé. Il y a plein de sujets qui se sont entremêlés, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Il y a à la fois la question du harcèlement, parce qu'il y a eu l'agression, mais il y a eu tout ce qui a précédé. Oui. C'est-à-dire le harcèlement que votre fille a subi dans l'établissement, et ce qu'elle a subi aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Et là, on voit il y a peut-être un point d'accord, c'est que là, c'est devenu un fléau pour la sécurité, pour la santé de nos enfants. Ces réseaux sociaux, quand on dit qu'il faut une majorité numérique à 15 ans, c'est pas un truc en l'air. C'est de dire qu'à la fin, nos enfants sont percutés par des images qu'ils ne devraient pas voir, par des violences qu'ils ne devraient pas subir. Et je pense que ça, c'est une mesure vraiment de santé et de sécurité publique qu'on doit réussir, et une bataille qu'on doit réussir à gagner en France et en Europe pour réussir à le garantir. Il y a ensuite ce qu'elle a subi dans l'établissement. Et je crois qu'on a mis en place quelque chose qui paraissait être une évidence, mais qui n'était pas mis en place, qui est que ce n'est pas l'enfant harcelé qui doit changer d'école quand même. Oui, mais là, dans son cas, elle en est obligée. Parce que parfois... non, elle a été obligée de partir parce que malheureusement, il n'y avait pas de solution autre. C'est moi qui me suis démenée pour que ma fille soit scolarisée. Hein. J'ai été abandonnée de tous. Hein, donc, il faut savoir que demain, si votre enfant il est agressé ou quoi que ce soit, c'est limite à la maman de se démerder, de tout subir, de tout encaisser. Voilà. Moi, ça a été mon chose. Hein. Moi, on m'a appelée de toute la France. Madame Radjoul, vous allez bien? Est-ce que votre fille va bien?
hop, dès que l'histoire était passée, ben, c'est un peu... C'est le mot, pas être vulgaire, mais démerdez-vous, quoi. Enfin, et là, maintenant, ben, c'est moi qui me bataille. Il y a la justice qui va arriver pour ma fille. Voilà, mais je me battrai vraiment jusqu'à la fin pour que ma fille soit reconnue en tant que victime. Et parce qu'elle est victime. Enfin, oui, quelqu'un qui est victime d'une agression. Vous le dites, mais la ministre ne l'a pas dit. Madame la ministre, Madame Belloubet ne l'a pas dit. Elle a considéré que ma fille, c'était pas une victime et qu'elle n'a jamais été victime de harcèlement. Donc, bon, vous me le dites, en tant que mère et en tant que responsable politique. Que ce soit sur ce sujet ou sur tout autre, une personne, une jeune fille, une jeune femme qui subit une agression, quelle qu'elle soit, elle n'est jamais responsable de l'agression qu'elle subit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'a pas à savoir quel était le comportement de la victime qui aurait pu justifier qu'elle soit agressée. Rien ne le justifie. Donc il y a la question de comment on l'accompagne pour elle-même, pour sa propre reconstruction, j'imagine. Et ça, on doit évidemment le garantir. Attendez, comment c'est possible, là, ce que Hasiba raconte? Le fait, on a tous été émus, la France entière a été émue de ce qui est arrivé à Samara. Et sa maman vous dit qu'une fois l'émotion et l'impact médiatique, si j'ose dire, passé, plus rien. Exactement. J'ai un enfant qui est à la maison, qui a 14 ans. Il est atteint de la maladie de Crohn. Il est reconnu par la Maison des personnes handicapées. Et depuis le 2 avril, il est déscolarisé. Et personne ne s'en inquiète aussi. Pourquoi il est déscolarisé? Il est déscolarisé parce qu'il était dans le même collège que Samara. Et le proviseur du collège de ma fille, de mes 2 enfants, du collège Arthur Rimbaud à Montpellier, m'a interdit l'accès à l'établissement. Donc je me retrouve à ce jour interdit d'établissement on m'a invoqué une loi qui n'a ni queue ni tête. Bon, j'essaie encore de me battre malgré que je suis dans la peine. On pense pas aux familles, on s'en fout en fait. Il y a des défaillances. On essaie de. Vous êtes peut-être pas au courant de l'histoire, mais moi je vous explique la réalité. Ma fille, à cause de ce traumatisme, en fait, de cet harcèlement qu'elle a vécu depuis l'an dernier, et depuis qu'elle est déscolarisée depuis 2 avril, en fait, au final, elle a même plus, on va dire, plus goût à l'école, en fait. Elle a tellement perdu de temps à l'école, elle a décroché, en fait. Et là, maintenant, en fait, au final, on passe d'une enfant qui avait des résultats scolaires convenables et tout ça, à une enfant que maintenant on redirige vers une voie professionnelle. Et vite, il faut qu'elle trouve un métier pour que, limite, Samara, on se décharge de Samara, du problème de Samara. Mais j'ai un autre enfant, j'ai 2 enfants, mais il faudra quoi? Il faudra qu'un jour, vraiment, je sais pas s'il faut que je vienne à l'Élysée ou... Non, mais bon, j'ai 2 enfants, j'ai un enfant handicapé qui est à la maison et personne en France ne s'en inquiète. Voilà. Moi, il y a des choses que je découvre pour être très, très honnête. Vous imaginez bien que je ne sais pas forcément tout, on ne sait pas forcément tout de concrètement ce que vous avez vécu. Ce que je dis, c'est le fléau qui est le nôtre sur le harcèlement et le harcèlement en ligne et qui doit tous nous mobiliser. Le soutien qu'on doit avoir aux familles, parce qu'à la fin, encore une fois, la personne victime d'une agression, elle n'est pas responsable en aucun cas de l'agression qu'elle a subie. Donc je lui dis très clairement à votre fille, peut-être que ça lui fera aussi du bien d'entendre des choses claires. Soutenir aussi nos enseignants, parce que je crois qu'on a besoin d'avoir des enseignants qui sont du côté des familles, qui accompagnent, qui soutiennent, parce qu'il y avait plusieurs choses, je me souviens, dans votre témoignage, de ce qu'avait vécu votre fille, pourquoi elle l'avait subi, les questions de laïcité notamment. Il me semble que vous l'avez dit vous-même, c'est ça que je me permets de le dire. Allez-y, Julien. Non, mais c'est madame qui en avait parlé. Oui, mais il y a Julien qui veut participer à votre échange. Intraitable sur cette question. Que ça soit quand même assez rapide. Julien, vous connaissez bien Montpellier en plus. Moi, je suis de Montpellier aussi. J'ai entendu parler de Samara et vraiment, vous avez tout mon soutien. Et encore, vous, l'histoire de votre fille, elle a été médiatisée. Nous, on a vécu ça à Palavas et à Pérol. Il s'appelle Lorenzo, c'est le fils d'un ami d'enfance. Il a été lâchement lynché en août 2020. C'était pas des moquetards de la paillade ou tout ça. C'était des petits-fils de notables de Latte. Voyez. Et lui, on n'en a pas parlé. Pas un seul. Aujourd'hui, on attend le procès. Ils avaient même été remis en liberté. Donc, vous voyez, c'est pas que votre histoire où... voilà. Des choses et c'est un drame parce qu'aujourd'hui, on a des drames qui se passent. Lorenzo, il est handicapé à vie. Il a à peine 20 ans. Et encore, ils auraient pu le tuer. Enfin, voilà, donc... Moi, j'ai tempéré parce que ma fille, elle a survécu. Mais si elle n'aurait pas survécu, j'ai plus de... On va dire, j'aurais été dans un autre état et j'aurais mené une autre bataille, en fait. Mais là, moi, maintenant, je me bats. Mais c'est fatigant, en fait. C'est épuisant parce qu'on se dit, en fait, le ciel nous tombe sur la tête et encore, on est en train de subir encore à l'heure actuelle, en fait. On est en train de subir. Stéphanie, je rappelle que vous êtes prof. Oui. Ce qui ressort de ces premiers échanges, c'est l'idée que l'école n'est plus un sanctuaire. Il y a la question de l'autorité à l'école, il y a la question des sujets de harcèlement. Vous, concrètement, dans votre métier au quotidien, professeur d'anglais, professeur principal à Vanves,
Est-ce que ça correspond à ce que vous vivez? Bien sûr, il y a des problèmes de harcèlement, il y a des problèmes... bien sûr, on a tous les problèmes, mais surtout, ça c'est... Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que ça n'a fait que s'aggraver depuis 7 ans. C'est-à-dire que là, j'entends... Mais non, mais faut arrêter. Je vous parle de quelque chose que je connais, précisément. À qui vous dites ça, là? Je sais pas, j'entends dire quelqu'un... Monsieur le maire de Viry-Châtillon, qui connaît aussi ces problèmes de violence des jeunes. Je vous parle de quelque chose que je connais. Vous répondez. Ça fait 25 ans que je suis enseignante. Hein? Non, c'est juste... Excusez-moi. Non, Attendez, juste Stéphanie termine et vous répondez dans un instant. Le mot 7 ans, c'est infernal d'entendre que... 7 ans, parce que c'est l'année d'élection d'Emmanuel Macron, pour que ce soit clair. Hein. Est-ce que vous pouvez me laisser? Vous pouvez me laisser. Alors, allez-y, et ensuite, vous répondra. Spécialement... Alors, je veux pas... Ben oui, mais... Je ne veux pas confisquer la discussion sur le harcèlement, parce que j'allais plus parler de l'état général de l'école. Je suis désolée, ça fait 25 ans que j'enseigne, et en 7 ans, j'ai vu une régression de nos conditions de travail, des conditions d'apprentissage des élèves. Mais c'est vrai, madame. Sur les rémunérations, vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas vrai. Les rémunérations des enseignants ont été revalorisées. Ah oui? Donc vous ne pouvez pas me dire que les rémunérations ont baissé. J'ai été revalorisée, vous êtes sûre? Il n'y a plus aucun enseignant qui est recruté à moins de 2 000 € net aujourd'hui. Mais moi, je n'ai pas été recrutée il y a 2 ans, madame. J'ai été recrutée il y a 25 ans. On est un peu loin du harcèlement. Mais oui, alors Nathalie, en quoi le gouvernement, selon vous, est-il responsable de l'insécurité dont nous parlons et des problèmes de harcèlement? Alors, c'est un problème plus grave. Je pense que l'insécurité est un problème qui est beaucoup plus large, en fait, que simplement les populations immigrées. Et qu'on traitera, attendez, Stéphanie, et on parlera de la question de la sécurité tout à l'heure, donc sur l'école. Sur l'école et ce qui s'y passe. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a une baisse de moyens, de dotation horaire globale, on appelle ça comme ça. Hein. C'est le nombre d'heures qu'on nous donne par année pour faire fonctionner un établissement, pour constituer les classes, etc. Pour décider de combien d'élèves on va mettre par classe, ou des choses comme ça. Cette dotation horaire globale, DHG, vous devez connaître, diminue constamment d'année en année. D'année en année, on perd des moyens. Et ça s'est aggravé, oui, c'est vrai. Ça s'est aggravé depuis 7 ans. Je suis désolée de vous le dire, c'est la réalité. Il y a 7 ans, quand j'avais 32 élèves dans une classe de première, je trouvais qu'on était trop. Maintenant, on est 37. Alors, je vais essayer de... Maintenant, parce que on est Berger 37. répondra, Stéphanie. Donc, ne me dites pas que vous soutenez le monde enseignant. Juste Stéphanie. Parce que c'est faux. Si on regarde, c'est encore faux. Donne la parole au maire de Viry-Châtillon dans un instant. Juste sur les faits, il y a eu récemment ce qu'on appelle le pacte enseignant avec un certain nombre d'augmentations de salaire. Peut-être que vous n'en avez pas bénéficié, mais ça a existé. Il y a eu aussi ce qu'on appelle le dédoublement. Un échec total. Non mais c'est travailler plus pour... Non mais attendez, moi j'essaie juste voilà, qu'il y ait une sorte d'essayer de remettre un tout petit peu de fait là-dedans sur la question de l'éducation. C'est la politique, c'est notre vie de tous les jours. Donc que ce soit politique, que les enseignants n'aient pas envie... Vous ne partagez pas le point de vue, mais vous ne pouvez pas dire que sur des faits, il n'existe pas. Sur la revalorisation inconditionnelle des enseignants, revalorisation à condition de, c'est gagner plus pour travailler plus. On ne demande pas à travailler plus, on demande à être revalorisé tout court. Regardez, vous avez encore vu, là, on ne recrute pas, on n'arrive pas à recruter des enseignants. On va encore se retrouver à faire des... D'où le fait qu'il n'y a pas un enseignant qui recrute à moins de 2 000 € net désormais. Mais on n'y arrive pas. C'est quand même plutôt rassurant de se dire ça. C'est mieux. Madame, on n'y arrive pas. Mais écoutez-moi, on n'arrive pas à recruter. Donc, on va encore se retrouver cet été avec des speed dating, des job dating avec des gens, n'importe qui. Vous pouvez tous devenir enseignants. Non. Dès le mois de septembre, c'est les conditions de travail font qu'il y a de moins en moins de Français qui veulent devenir profs. Mais juste un mot, puisque vous êtes enseignante, sur les questions de harcèlement. Sur les questions de harcèlement, s'il vous plaît. Sur les questions de harcèlement, oui. Alors, qu'est-ce que vous dites à la maman de Samara? C'est très compliqué. Alors, en tant que professeur principal... j'aimerais être, en tant que professeur principal, je vais me placer aux côtés de cette dame et de son enfant et je vais essayer de faire bouger l'administration pour que son cas soit entendu, que ce soit pas sa fille qui soit obligée de quitter l'établissement, mais l'agresseur. Et ça, c'est souvent pas le cas. C'est encore pas le cas. C'est-à-dire que cette année encore, j'ai vu ça. Des gens qui quittent l'établissement parce qu'ils sont harcelés. Donc il n'y a pas de progrès par rapport à ça. Alors attendez, on continue à faire circuler la parole parce que Fernando est d'une patience incroyable. Et le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain. Il y a un instant, quand Stéphanie parlait de ses 7 ans, ça vous agaçait qu'elle fasse référence à la borne d'élection d'Emmanuel Macron? Tout à l'heure, j'ai entendu surtout quelqu'un, monsieur, parler de ce rejet de la politique. Et c'est ennuyeux d'entendre un mot aussi précis de dire ça fait 7 ans que le harcèlement augmente en France. Là, ça fait 7 ans. Mais j'ai jamais dit ça. C'est le mot que vous avez utilisé, madame.
J'ai dit, ça fait 7 ans que l'école se dégrade. Elle n'a pas parlé de harcèlement, à proprement parler. Ça faisait 7 ans en parlant de harcèlement. Non, c'était la question des moyens. Mais bref, c'est pas anodin. J'insiste. Non, j'insiste, s'il vous plaît, monsieur. Non, vous voulez. Je n'ai pas dit ça. Juste les faits. Stéphanie parlait des moyens. Stéphanie parlait des moyens. Dans les moyens, on peut considérer qu'il y a aussi la question du harcèlement. Vous avez voulu aller sur ce sujet-là. Jean-Marie Villain. Vous, ce que vous dites, Jean-Marie Villain, c'est qu'il y a un problème d'autorité aujourd'hui. Il y a entre autres un problème d'autorité. Ce n'est pas que un problème d'autorité. Moi, j'ai connu un drame absolu. À Viry, la famille a vécu un drame absolu. Ce qui est arrivé à Chemseddine. C'était quelque chose qui marque une vie de la famille, malheureusement d'abord, mais aussi tous les gens, tous les Castelvirois l'ont vécu de cette façon-là. Peut-être que l'accompagnement a été différent. Moi, je regrette complètement que madame n'ait pas été aussi accompagnée. Nous, on a essayé, en tout cas, avec nos moyens. Et je reviendrai quand même un petit peu sur tout ce qui a été dit avant, parce qu'il y a des choses qui piquent les oreilles un peu. On a essayé de l'accompagner. Moi, j'ai été en contact avec la famille pendant tous ces jours. Je les ai encore récemment vus dans le bureau à la mairie. On a essayé justement de trouver des solutions pour les écoles, pour les autres enfants, y compris d'ailleurs pour les familles des agresseurs. Juste rappelez d'un mot, parce que je pense à ceux qui nous regardent, de ce qui est arrivé à Chemseddine dans votre ville. Chemseddine, il a été assassiné tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, justement, les frères d'une jeune femme ont décidé qu'il n'était pas assez bien, je ne sais pas exactement, ou parce que les mots qu'ils avaient utilisés l'un et l'autre pour se dire des mots d'amour, ou je ne sais pas quel type de mots, n'étaient pas autorisés pour leur sœur. Ça s'est passé à quelques mètres de l'établissement scolaire. Et ça s'est passé à 50 mètres de la sortie du collège. Il y a des moyens à mettre en œuvre. Tout à l'heure, j'ai beaucoup entendu parler d'argent. On parle beaucoup d'argent. Moi, ce qui me choque, j'ai entendu M. Roussel pendant les événements, avec beaucoup de dignité. Je reconnais, sincèrement, je vous le dis, parce que je l'ai eu, on me l'a rapporté, parce que c'est vrai qu'on a été dans une... Je suis encore ému par ça. La seule chose, c'est que quand nous, on demande d'avoir des moyens, quand nous, on demande de mettre de la vidéoprotection qui a permis l'arrestation extrêmement rapide de l'intégralité des auteurs de cette agression. Pas permis uniquement, mais qui a permis, entre autres, l'arrestation des agresseurs. Quand on demande de nous aider pour nos polices municipales, quand on demande de nous aider, quand on nous demande de nous aider... Je me permets juste, parce qu'on parlera de sécurité dans un instant, j'aimerais juste que vous puissiez terminer rapidement sur la question des moyens autour de l'éducation, puisque c'est ce qu'on évoquait. C'est bien sûr lié, mais on parlera tout à l'heure des questions autour de la police municipale et des polices nationales et de la gendarmerie. Donc juste sur ce sujet de l'école. Moi, je pense que c'est plutôt sur les familles. Il faut aider nos familles, mais il faut aider nos familles à leur apprendre à être parents. Ouais. Parce qu'on voit bien la déliquescence de cette notion de parent, où on n'apprend pas le mal, le bien à nos enfants. Ce qui fait qu'on se permet tout. Oui, il y a des choses qui sont nécessaires à l'école et c'est pas au collège qu'on doit s'en occuper. C'est dès la maternelle. Les premières bagarres commencent, les premières bagarres violentes commencent en maternelle, tout simplement parce que les parents ne font plus le nécessaire. Et donc, c'est ces parents qu'il faut dans un premier temps éduquer. Et il faut qu'à l'école, on n'oublie pas ces valeurs et qu'on rapprenne ces valeurs au quotidien. Fernando, sur l'école, est-ce que quelque chose vous frappe là dans les échanges sur cette question non seulement des moyens, du harcèlement sur l'école qui est au cœur de ces services publics? J'allais suivre monsieur le maire. Moi, on parle beaucoup des victimes et je suis désolé pour la mère de Samara, on a parlé tout à l'heure et c'était très touchant. Mais les agresseurs, moi je ne comprends pas, ça fait presque 20 ans que j'ai quitté l'école, mais j'ai vu ça se dégrader. Comment ça peut arriver dans la tête des jeunes de 13 ans d'aller frapper jusqu'à presque mort sans suivre une fille, déjà, et les laisser par terre et de filmer? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Est-ce qu'on parle aussi de la responsabilité que peut-être ont leurs parents, ou peut-être eux, ils ont entre eux? L'effet de groupe, l'effet de meute, quelle est cette éducation qu'on donne à ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? Alors peut-être ils ont des problèmes en famille, je veux bien savoir, mais qu'est-ce que...
quelle est la solution qu'on donne aussi à ces agresseurs et à la famille d'agresseurs? On peut peut-être poser la question à Jean-Philippe Tanguy. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? Qu'est-ce que vous dites à la mère de Samara? On entend assez peu le Rassemblement national sur ces questions de harcèlement. Je ne sais pas si on entend peu, mais nous, on a des solutions très concrètes. La première solution qui frappe, c'est que l'administration doit arrêter le pas de vague, doit arrêter d'étouffer les affaires, doit arrêter de renvoyer vers les victimes la responsabilité. Moi, j'ai eu le même cas à Bernaville, dans la Somme, une enfant harcelée à l'école, les parents venant me voir, la mère du village soutenant les parents, tout le monde en fait soutenant les parents. Et cet enfant, chaque jour, croisant ses harceleurs, croisant les personnes qui l'avaient agressé, étouffement de l'éducation nationale, étouffement du rectorat, étouffement du procureur. Mais que proposez-vous? Et j'ai écrit au ministre. Comment avec vous, ça ne se serait pas passé, Jean-Philippe Tanguy? Parce qu'il faut que l'administration obéisse. L'administration, elle est là pour obéir aux Français. Elle est là, et nous, hommes politiques, on doit donner des instructions à l'administration. Aujourd'hui, et je n'accuse pas Mme Berger, elle n'y est pour rien, l'administration, parfois, n'obéit plus à ceux qui sont élus par les Français pour prendre leurs responsabilités. Et avec vous, voilà. elle obéira davantage? En tout cas, on essaiera, oui. En tout cas, nous, on veut qu'ils obéissent. Il n'y a pas d'instructions claires qui sont données. Madame Belloubet étouffe tout. C'est le retour du pas de vague. On nous avait dit qu'après les atrocités qu'avaient vécues les enseignants, après les atrocités qui vivent aujourd'hui les enfants, il y aurait plus de pas de vague. Et là, le témoignage de madame, je suis désolée, il est en direct, c'est encore le pas de vague. Première chose. Deuxième chose, il faut poser des limites. Ce sont des enfants. De toute évidence, ces enfants n'ont pas rencontré de limites de l'autorité. Ils n'ont pas rencontré de punition immédiate, de sanction. Un enfant fait une faute, il doit être sanctionné immédiatement, pas 6 mois après, pas 1 an après. Il faut qu'il y ait une sanction immédiate pour qu'il comprenne. C'est encore un être humain en formation. Pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait, quelle que soit la gravité, soit immédiatement arrêté. Aujourd'hui, on pardonne tout, on excuse tout, on a des discours et c'est pas droite ou de gauche, ça dépasse tout le monde. Dernière chose très importante, on peut pas éduquer les parents, monsieur. Les parents, c'est eux qui éduquent leurs enfants, il faut les responsabiliser. Oui. Et quand un parent, il y a des parents qui sont dans la détresse, vous avez des mères isolées qui font tout ce qu'elles peuvent, vous avez aussi des parents qui ne font pas leur rôle parental. Dans le Code civil, depuis 2 siècles, il y a l'autorité parentale. Et donc, il faut suspendre les allocations familiales quand les parents, de toute évidence, ne remplissent pas leur rôle. Il faut responsabiliser les familles. Je n'ai pas dit sanctionner toutes les familles, c'est ceux qui ne remplissent pas leur rôle. Moi, quand je travaillais avec M. Dupont-Aignan à la mairie d'hier, il recevait les familles. Il y avait des familles qui, de toute évidence, faisaient ce qu'elles pouvaient et on leur maintenait les aides sociales. Et il y avait des familles qui, de toute évidence, avaient laissé tomber leurs enfants. Et on retirait les aides sociales de la mairie. Excusez-moi, vous répondez. Ensuite, on avance sur la question des services publics, puisque Julien veut parler de l'hôpital. Mais rapidement. Je voudrais justement rebondir sur les histoires d'allocation familiale. Pour un enfant, vous allez sanctionner toute une famille. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, on retire les allocations de l'enfant. De cette part-là. De la part de l'enfant. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions avant? Mais si, il y en a plein. Absolument. Vous avez raison. Vous avez raison, j'ai été un peu rapide. Pourquoi être aussi radical? C'est ce que j'ai dit quand j'ai donné l'exemple de M. Dupont-Aignan. Avant la sanction, il y a un accompagnement. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais il y a des persistances. Et quand les parents ne remplissent pas leur rôle... Jean-Marie Villain. Un micro. Jean-Marie Villain. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait? J'ai dit que vous le faisiez parce que j'ai donné un exemple. Non, vous parlez de recevoir les parents. On le fait, mais on le fait très régulièrement. Non, parce que c'est pas une question. Enfin, vous, c'est votre principe de cette façon. Et pourquoi pas? Mais c'est pas mon souci. Ce qui m'importe, moi, c'est d'essayer de faire comprendre aux parents. Vous dites qu'on ne peut pas éduquer les parents. En tout cas, on peut les accompagner pour faire modifier les choses. Et oui, mais quand il le faut J'entends à chaque fois, et encore je reviens sur ce monsieur qui vous dit on n'a plus confiance. Mais arrêtez de prendre des choses extrêmes dans vos décisions. Mais si, quand vous dites on supprime... l'allocation familiale. Parents, ça ne vous tombe pas du ciel, c'est un projet familial, je suis désolé. Quand des parents persistent dans le fait de ne pas remplir leur mission, je suis désolé, il y a des parents qui font n'importe quoi. Les parents ne font pas leur mission. Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. C'est vous qui êtes extrême en disant que... Mais je suis extrême, bien sûr. J'essaye depuis tout à l'heure d'être modéré dans mes propos. Et vous ne me permettez même pas de m'exprimer. C'est bien une façon déjà extrême de m'empêcher de parler. Non. Mais si, mais vous êtes un homme politique. Mais non, je ne suis pas un homme politique. Vous êtes un homme politique, bien sûr que je suis maire d'une commune. J'ai été maire à 55 ans. J'en ai pas fait ma profession, monsieur. Mais si vous êtes je l'ai fait parce que c'est ma ville, parce que c'est Viry-Châtillon, c'est une ville où je suis né. Alors, ça n'a rien à voir. On continue de faire circuler la parole, messieurs, dames, dans ce forum. J'avais juste un mot pour terminer. Oui, voilà, j'aimerais reposer encore la question, vraiment. Mis à part la majorité sur les réseaux sociaux à 15 ans, qu'est-ce que de concret va faire le gouvernement pour stopper
cette insécurité dans les écoles. En fait, c'est vraiment ma question. Je vous ai posé tout à l'heure et je veux avoir des réponses. En fait, je veux savoir qu'est-ce qui va être mis en place. Est-ce qu'on va avoir la création d'une police pour les jeunes? Est-ce qu'il va y avoir des choses? Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pensé à plein de choses. À ma petite échelle de personnes en France, j'ai plein d'idées. Alors, je me dis, en fait, j'ai regardé le programme du Rassemblement national, du Front populaire, et en fait, j'ai l'impression que tout le monde a des bonnes idées, mais on survole le problème alors que c'est un truc qu'il faut vraiment. C'est comme un abcès en fait. Il faut vraiment le faire éclater parce que ça va un jour ou l'autre, ça va vraiment. C'est des enfants à 13 ans qui sont capables de prendre des couteaux et d'aller planter d'autres personnes. Donc, si ça c'est pas important, eh ben il y a rien d'important en fait. Concrètement, on peut parler on parle tout à l'heure de pouvoir d'achat, de tout ça, mais le jour où vous allez avoir une horde d'enfants qui vont se retrouver, ben, ils vont se dire ici on est en total. On est sécure, on peut faire ce qu'on veut, ben, vous allez voir comment ça va tourner le pays, en fait. Vraiment, rapidement, pour qu'on puisse parler de l'hôpital, d'autres services publics, c'est important. J'essaie juste de répondre en 3 mots. Madame Belloubet, elle étouffe le problème, elle a étouffé le problème, Madame Belloubet. Il ne faut pas étouffer, il ne faut pas le pas de vague, on ne peut pas faire de reproches aux enfants, de dire les enfants, tout ça et tout. Regardez l'image que renvoient les adultes. Ma fille se fait harceler, se fait agresser, elle est victime. Et d'un côté, mais c'est même le rapport, c'est quoi en fait? C'est quoi? Ça veut dire qu'on étouffe l'affaire en fait? On étouffe l'affaire et ça servira à quoi dans le futur? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de porter le P en France. Si on porte le P, eh ben on se retrouve limite blâmé en fait. C'est quoi? Moi je paye les pots parce que j'ai voulu ouvrir ma bouche, c'est tout simplement. J'ai médiatisé l'histoire de ma fille et j'en paie les conséquences maintenant. Et je sais pas jusqu'à quand. Vous n'avez pas à en payer les conséquences et c'est exactement ce que j'ai dit. Elle est d'abord une victime, elle doit être reconnue comme telle et il n'y a pas à avoir de pas de vague. Et c'est la raison pour laquelle il faut soutenir les familles. Juste en 3 mots, l'école aujourd'hui, elle est aussi le réceptacle de ce qui se passe dans la société. C'est pas l'école le problème. Attendez, j'essaie juste de finir. Surtout après, on va changer de ce qui se passe dans la société. Notamment ce que vous disiez sur la question des violences et des violences qui se passent de plus en plus jeunes entre jeunes. Donc il y a plusieurs questions. Il y a en effet le sujet des parents. Moi, je me suis fait engueuler assez fort il y a quelques mois parce que j'avais osé dire le mot de parents défaillants. Je l'assume. On a des parents qui sont dépassés, qui font tout ce qu'ils peuvent et qui n'y arrivent pas et qui doivent être aidés et qui doivent être accompagnés, notamment les familles monoparentales. Mais il y a aussi des parents défaillants qui lâchent tout, qui lâchent la rampe, qui n'accompagnent pas, qui ne soutiennent pas et où il peut y avoir des cas d'extrême violence. Et enfin, il y a le sujet, mais on en parlera normalement après. Absolument. Et ben je dis un mot sur la question de l'excuse de minorité. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, c'est un sujet intéressant et on aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes sur la question de la sécurité. Regardez, il a déjà son micro. Je suis vraiment bonne élève. De l'état de nos hôpitaux. Julien, vous êtes infirmier, ça fait tout juste 2 ans. C'est une reconversion, mais vous avez déjà un avis très tranché sur l'état de nos hôpitaux en France. C'est que les hôpitaux qui a eu mal en France, c'est la santé, pas que les hôpitaux, c'est la santé et la médecine qui fout le camp. On s'écoute, s'il vous plaît. Mais tout le monde croit que c'est depuis le Covid, mais ça fait 10-15 ans que ça a commencé. Et moi, j'ai une question pour Monsieur Tanguy, parce que j'ai lu, alors je ne sais pas si vous allez me confirmer si c'est ça ou pas, le RN propose de supprimer les ARS. Alors, agence régionale de santé. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'ils nous ont mis la plupart des services de soins en santé, mais ça n'est que mon avis personnel. Mais au-delà de ça, je voudrais savoir si le RN, est-ce que le RN a prévu aussi de réformer le statut des CDU, les comités des usagers? Écoutez, là, je ne vais pas vous mentir. Question très technique. Non, mais là, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas tout, je ne vais pas faire semblant de savoir, je ne sais pas. Alors, j'ai une autre question. Mais par rapport aux arrêts, je voulais répondre, parce que pour expliquer aussi aux gens qui ne connaissent pas, l'idée, c'est quoi? C'est de renvoyer en fait le pouvoir d'organisation du monde soignant vers le monde soignant. Voilà, c'est qu'on veut que les on veut pas que ce soit des agences régionales qui organisent les soignants, mais tout le monde ne connaît pas la santé. Ils imposent. Voilà. Et on veut rendre, comme c'était pendant le Covid, par exemple, on a rendu du pouvoir aux soignants, c'est vrai qu'on veut le faire. Après, pour votre deuxième question, Monsieur Chenel, je ne sais pas. Je vous propose quelque chose, juste, est-ce que quelqu'un ici sur ce plateau a envie de lever la main et de dire quelque chose sur la question de la santé, qui est une des priorités des Français? Chloé? Moi, je voulais juste finir. Alors, finissez, très rapidement. Allez-y. Et moi, à vous trois, parce que là, ça va concerner tous les politiques. On va arriver d'ici 10-15 ans, ce que j'appelle moi un iceberg médico-social. C'est l'arrivée dans le grand âge, d'ici 10-15 ans, de toute la génération du baby-boom. Aujourd'hui, on est déjà en manque de personnel. On va en avoir besoin. On va manquer de financement et on va manquer également d'infrastructures parce que les hôpitaux sont pleins, les cliniques sont pleines, les EHPAD sont pleins. Donc, est-ce que quelle est votre réponse à vous trois? Et alors, Chloé, et ensuite on donnera la parole aux responsables politiques. Chloé, sur cette question de la santé. Eh bien,
Comme personne malade, j'y vais régulièrement, hélas. Et on voit, pour voir un spécialiste, il y a 6 mois d'attente, plus de 6 mois parfois. Pareil pour par exemple, la MDPH aussi. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Alors, précisez. Donc, MDPH. c'est la maison départementale pour les personnes handicapées. Voilà. Donc, c'est par exemple là, on va avoir pour demander la hache ou les cartes handicapées. Allocation autonomie. Voilà. Donc, toutes les aides en fait pour les personnes malades. Techniquement, il devrait y avoir 4 mois de délai. Il y a plus de 18 mois de délai. On fait comment quand on a plus de 18 mois? Des départements. Alors oui, moi, 18 mois de délai. Donc, je fais comment? Parce que je m'en fiche du département de voisin, moi, ce que je vis. 18 mois de délai. Donc on est bien d'accord. Donc ça pose problème. Donc les gens. C'est-à-dire que les aides, pour bien comprendre, les aides que vous êtes censés toucher chaque mois pour vous aider à supporter le coût de votre handicap arrivent avec 18 mois de délai. Non, en fait, c'est la demande. En fait, il y a un dossier qui est extrêmement compliqué à remplir, qui est très lourd, très long. On le remplit, on l'envoie à la MDPH. On est censé avoir une réponse, un oui, un non ou des nuances dans la réponse. Et là, donc c'est techniquement 4 mois. Plus de 18 mois. Et sachant que dans ces 18 mois, parfois on est bloqué parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va advenir. Moi, par exemple, j'ai demandé la hache, on me l'a refusé. Donc pendant 18 mois, j'ai espéré la hache qu'on m'a refusée. Je n'aurai pas mon compagnon, je ne sais pas où je vivrai. Très clairement, je serai à la rue. Donc il faut se rendre compte qu'il y a une défaillance de tout le système de santé. Je reprends Chloé parce que c'est intéressant et je pense à ceux qui nous regardent. Vous parliez du temps d'attente pour trouver un rendez-vous. Voilà, visiblement, il y a déjà des discussions qui sont en cours. C'est la question des déserts médicaux. Oui. Sur ce sujet, Bruno Cardo, vous êtes agriculteur, vous vivez dans ce qu'on appelle la ruralité. J'aimerais bien qu'on parle de la ruralité. Oui, alors là, précisément, sur cette question des déserts médicaux. C'est que 40% des Français, quand même, c'est un peu un sujet important. Et une partie des Français qui vivent si je fais dans un la raccourci ruralité. sur un budget de 100, est-ce qu'il y a dans toutes les politiques, 40% des budgets qui vont vers la ruralité, du coup. Et alors, sur cette question des déserts médicaux. C'est un raccourci que j'ai pris par rapport à la démographie. Bon, ça se fait pas comme ça, en vrai. Mais sur la santé, bah oui, on est totalement les oubliés. Quelqu'un l'a dit il n'y a pas longtemps. Oui, on est les oubliés de la campagne. Et je crois qu'on est traités différemment. C'est-à-dire que vous avez du mal quand vous voulez avoir un rendez-vous avec un spécialiste? Les maternités sont toujours plus loin. Les soins d'urgence sont toujours plus loin. Après, sur la sécurité, c'est le même problème avec les forces de l'ordre. On le verra après. Mais et oui, et donc on est un peu les oubliés. Et on sait très bien qu'on a une densité démographique différente des villes. Déjà en ville, apparemment, c'est pas bon du tout. Donc, faut pas nous oubliez pas quoi. Dans toutes les politiques, on essaie toujours de faire des politiques uniformes. C'est-à-dire que c'est important. On peut pas faire des politiques individuelles. On en rêve tous, on peut pas. Alors, mais quand même, il y a quand même, à mon avis, des améliorations à faire selon le rural et l'urbain. Il faut le traiter un peu différemment. Autre témoignage pour parler de cette défaillance de notre système de santé et de la manière dont on accompagne les enfants en situation de handicap. Et là, on ne vous a pas encore entendu. Bonsoir, vous êtes maman de 2 petites filles, dont Mila qui a 9 ans. C'est ça. Qui est atteinte d'un syndrome très particulier qui fait qu'elle souffre de crises d'épilepsie de manière très précoce. Et ce sont des crises qui durent très longtemps. Donc c'est quand même un handicap lourd. Elle est reconnue à 80%, oui. Et vous nous racontiez votre vie tout à l'heure avec Benjamin et vous disiez, moi je suis désolée, il m'est arrivé ça, je n'ai rien fait de mal et pourtant j'ai l'impression de trinquer plus que les autres. C'est ça. Je rejoins Chloé dans cette difficulté. C'est vrai qu'on a des cas de survenance de maladie ou de handicap. Je veux dire, le handicap, c'est quand même 8 millions de Français, 14% de la population. Ça peut arriver à tout le monde, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et malheureusement, on n'a pas une prise en charge globale du handicap et encore moins un accès immédiat aux prestations de compensation. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations, tout à l'heure on parlait de pouvoir d'achat, mais le handicap est aussi lié au pouvoir d'achat étroitement parce qu'on va se retrouver avec des diminutions de revenus ou justement pas du tout de ressources. Pour ma part, je suis aidante, donc effectivement je subis autrement le manque à gagner. Mais néanmoins, il faut que je apporte un soin à ma fille. C'est une nécessité. Le manque de structure, effectivement, pendant des années, fait que de toute façon, on n'a pas de plan B. Donc, on allie précarité, handicap, manque de prise en charge, difficulté à reprendre une activité. Voilà, moi, je dis, mon pouvoir d'achat en tant qu'aidante, on parlait tout à l'heure de pouvoir d'achat, effectivement, il faut prendre en compte le reste à vivre. Quand bien même on va avoir des prestations sociales, quand bien même on travaille, il suffit d'un grain de sable, j'ai envie de dire ça comme ça, mais de la survenance d'un handicap, d'une maladie, d'une arrivée à la retraite même, pour se retrouver en difficulté, c'est pas normal. Et ce qu'il faudrait aujourd'hui, sincèrement, c'est qu'on comprenne que le handicap touche beaucoup plus de personnes. Chloé a un handicap invisible comme ma fille. C'est 80% des personnes handicapées, ça ne se voit pas. On ne nous entend pas, on ne nous voit pas.
Néanmoins, j'ai envie de dire, à quand une prise en charge globale du handicap en France et à quand un accès immédiat aux compensations de prestations pour les personnes en situation de handicap. Messieurs, dames, c'est absolument passionnant d'entendre effectivement ces sujets qui, au fond, concernent tous les Français. On pourrait y passer encore des heures. Hélas, il faut qu'on avance pour pouvoir aborder tous ces sujets. Mais merci beaucoup, Délèle, d'avoir parlé de... j'aimerais bien une réponse. Alors, j'attends une réponse. d'Aurore Berger sur ce sujet, puisque... Tout le monde, peut-être. Tout le monde, alors, très rapidement... On peut s'engager à être rapide, mais... Oui, mais alors, rapidement, s'il vous plaît. Sur l'école. Sur la situation d'Elal. Alors... Aurore Berger, Fabien Roussel, Jean-Philippe Tanguy, vraiment s'il vous plaît. Promis très court, je prends Jean-Philippe Tanguy au mot. Donc réponse et ensuite on passe à un autre sujet. Aurore Berger, allez-y. Sur le handicap, ce qui est incompréhensible aujourd'hui, c'est qu'en fait, on n'a pas les mêmes délais de réponse et on n'a pas les mêmes réponses d'un département à l'autre, parce que c'est les départements, les MDPH, qui délivrent les aides. Ça, je pense qu'à un moment, il va falloir mettre les pieds dans le plat sur le sujet, parce qu'on voit bien que ça crée des difficultés. Moi, je suis dans les Yvelines, mais il n'y a pas la même réponse dans les Yvelines, au département limitrophe de l'Essonne et de l'Eure-et-Loire. Et personne ne peut comprendre en vérité. Et des cas comme le vôtre, des familles comme les vôtres, je pense qu'en tant que parlementaire, on en a tous accompagné et on en a tous aidé. Et en vérité, on ne devrait pas avoir franchir la porte d'un député pour pouvoir être accompagné. Ça, c'est le premier point. 2, il y a des choses qui étaient anormales qu'on a essayé de changer. Alors, ça ne concerne peut-être pas votre fille, mais le remboursement intégral des fauteuils roulants. Moi, j'avais encore des familles qui faisaient des cagnottes sur Internet pour pouvoir payer un fauteuil roulant qui coûte 10 000, 20 000, 30 000 euros. Ça, enfin, c'est fini. Ce sera pris en charge à 100%. Vous avez parlé des aidants. Et en vérité, ce sont des femmes. Souvent des mères qui s'arrêtent pour leurs enfants ou des compagnes qui s'arrêtent ou des filles qui s'arrêtent pour leur père, leur grand-père. C'est quasiment, en vérité, que des femmes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un congé proche aidant. Ça n'existait pas. Et ça, je crois que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on ait enfin du répit. Parce que les aidants, à la fin, ils ont parfois... Ils oublient leur propre santé. Ils oublient, pardon, mais j'essaie d'aller vite. Ils oublient parfois leur propre santé. Vous avez raison, mais le congé proche aidant n'est pas un répit. Moi, ma fille, je l'ai 7 jours sur 7 et je travaille à temps plein. Alors, il y a un congé proche aidant. Oui, et il y a en plus maintenant des plateformes de répit pour vous garantir que vous ayez enfin des jours où vous ayez le droit d'être soulagé. On n'a aucune garantie parce qu'il faut soit être dans le département, soit avoir cotisé à tel et tel régime. J'ai eu plusieurs cas de mamans d'enfants handicapés qui me disent je n'ai pas de répit parce que je ne suis pas au bon endroit, je n'ai pas le droit parce que je n'ai pas cotisé. C'est le parcours du combattant, c'est ce que vous dites. Vous pourrez évidemment continuer aussi à en parler après l'émission, mais malheureusement, il faut qu'on avance. Jean-Philippe Tanguy et Fabien Roussel, 30 secondes chacun, s'il vous plaît. Allez-y, messieurs. J'ai déjà pas parlé sur le harcèlement et j'avais beaucoup de choses à dire. Je vous donne 15 secondes, si vous voulez, monsieur. Non. Mais on vous a entendu sur d'autres sujets aussi. Alors, allez-y, Fabien Roussel, c'est pour pouvoir avancer. Que ce soit sur l'école, que ce soit sur la santé, sur la sécurité, l'État recule. L'État recule. Et je reçois, moi, dans ma permanence, toutes les semaines, des gens qui ont des problèmes avec différents services publics, que ce soit à l'école, que ce soit la CARSAT pour avoir sa retraite, pour avoir la caisse primaire d'assurance maladie pour des remboursements. En matière de santé, les déserts médicaux, ils existent partout, autant dans les grandes villes en banlieue que dans les territoires ruraux, mais ils ne se posent pas de la même manière. Mais rien que quand on a des maladies graves ou un handicap, c'est pas la même chose, mais dans les deux cas, les gens, les familles doivent payer en plus alors que normalement tout devrait être pris en charge. C'est la santé à 100%. Ça n'existe plus. L'État a reculé. Et donc, que l'on habite dans le Nord, dans le Puy-de-Dôme ou à Paris, chaque Français, chaque citoyen doit avoir les mêmes droits de protection, droit à la santé, droit à la mobilité, quelle que soit droit sa à la dignité. Et son c'est un droit fondamental. C'est le droit à la dignité. C'est la Déclaration des droits de l'homme. Exactement. Mais ça doit être un principe que l'État doit garantir. Aujourd'hui, l'État a délayé aux départements, les MDPH, aux communes. Non, l'État doit jouer. C'est pas récent, vous en conviendrez. L'État, bien sûr. Non, et je crois, Fabien Roussel, qu'on vous a besoin d'un État. Et donc, je finis en 15 secondes. On a besoin d'un État beaucoup plus fort qui garantit cette protection. Et ça passera forcément par une augmentation de la dépense publique pour nos services publics. Sinon, on n'y arrivera pas. Je suis d'accord avec M. Roussel. Jean-Philippe Tanguy. Oui. Faites plus court que lui, s'il vous plaît. Très rapidement. J'ai rien dit avant. Non, mais vous n'avez pas tout à fait tenu les délais, c'est pas grave. Ouais, enfin, on peut plaisanter. Un petit peu. Oui, j'aime bien l'humour. Très rapidement, vous savez, on a beaucoup de sujets de discorde avec Mme Berger, mais je dois reconnaître que sur le handicap, beaucoup de politiques vont dans le bon sens et donc il faut les continuer, il faut simplifier. Voilà, s'il doit parler très rapidement, il faut tout simplifier, il faut uniformiser, il ne faut pas rajouter de contraintes qui ne sont pas utiles à partir du moment où le handicap est reconnu. Il faut que tout qui suit soit très simplifié. Je crois que là, tout le monde, quel que soit le victorieux des élections, on peut s'engager à ça, simplifier toutes les procédures pour les familles et pour les personnes qui vont être accompagnées. Il faut former
plus de soignants, ça prendra du temps, il n'y a pas de baguette magique. On peut quand même améliorer la sélection. Moi, j'ai beaucoup d'infirmières qui commencent une formation. En fait, ce n'était pas fait sur elles. Il suffirait d'un entretien à l'oral pour tester, juste pour expliquer aux personnes qui vont rentrer dans la formation de soignants, d'infirmiers, ce que c'est le métier et pas le découvrir sur le tas, parce que sinon vous arrêtez, c'est du temps perdu pour tout le monde. Et enfin, nous, on veut encourager des médecins et des infirmières qui sont en retraite depuis pas longtemps, s'ils le souhaitent évidemment, à reprendre une activité, parce que c'est le seul moyen, là, à court terme, de trouver des soignants. Merci pour ce sujet lié à la santé.